Alors, bienvenue donc, à la 15e édition donc, des ANED. Je suis Zélie Chaunet en M1 donc, à TBS. Et je suis également donc, la responsable du pôle campus et entreprise du B3D. Et je serai donc l'animatrice donc, pour cette conférence donc, qui touche au thème des océans et plus particulièrement donc, autour du recyclage des filets de pêche usagés. Alors, je vais vous présenter M. Théo Desprez, donc cofondateur de Filet Fab, donc une entreprise qui recycle les filets de pêche usagés pour créer des objets. Donc, il vient d'une formation de BTS Design de produits et avec deux de ses camarades, donc Yann Louboutin et Thibaut Huguen, donc il décide de s'associer et donc de créer Filet Fab, dont il va nous parler. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ok, moi c'est parti, c'est parti. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, j'ai co-créé Filet Fab il y a quelques années. L'idée, c'est, voilà, on est parti assez rapidement dans l'envie de créer un projet collectif quand on était étudiant, donc en design de produits, hein, c'est tout à fait ça. Et voilà, les notions d'éco-conception, du lien avec le maritime, et c'est vite allié à nos envies, parce que vu qu'on est basé à Brest, on était entouré par cet univers maritime. Et les filets de pêche, c'est en arrivant sur le port, en imaginant des choses, on a vu les filets, on s'est dit, bon, on va essayer de créer quelque chose. Et donc, on est parti sur cette idée-là sans vraiment savoir où aller. On souhaitait juste vraiment travailler avec cette matière première pour créer des produits, pour expérimenter des choses. Et on savait que voilà, le filet de pêche, c'est du plastique, donc potentiellement, on pouvait le recycler. Mais après, on ne savait pas qu'est-ce que c'était, etc. Et donc, voilà, il y a eu, ce projet s'est lancé comme ça en démarche expérimentale, donc avec Yann et Thibaut, mes associés aussi aujourd'hui. Et au fil du temps, voilà, on a réfléchi sur toutes ces notions de comment recycler les filets de pêche, qu'est-ce que c'était, d'où ça venait. Comment créer une nouvelle matière première, valoriser cette ressource pour nous au départ, parce que c'était quand même un projet personnel en soi, même si on était plusieurs, mais c'était vraiment pour nous. Et au fil du temps, le projet s'est développé à en créer une entreprise. Et maintenant, aujourd'hui, on arrive à faire une nouvelle ressource en fait, pour les entreprises qui souhaiteraient intégrer du plastique recyclé dans leurs objets. Très bien. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous expliquer donc un peu plus le processus, le fait de passer des filets de pêche à après ces objets que vous créez un petit peu? Oui, alors je crois qu'il y a peut-être la slide d'après qui doit Ouais. expliquer un peu Non, ouais, voilà, c'est celle-là. Donc là, on voit bien les filets de pêche usagés. Donc, c'est considéré comme un déchet donc, sur les ports. Ça dépend des ports, mais soit ils sont mis en bench, en big bag ou même en vrac de temps en temps quand il n'y a pas de réelle solution de gestion raisonnée. Donc, l'idée, c'est quand on a cette matière première-là, donc les pêcheurs n'ont plus besoin de ces filets-là parce qu'ils sont plus pêchants. Ils les mettent de côté, donc soit dans les bennes, etc. Et après, nous, on peut les collecter. Donc ça, on travaille, c'est pas nous qui les faisons directement. On travaille avec un collecteur qui s'appelle Bio-Environnement. Donc en gros, c'est des collecteurs de déchets de ferraille qui sont situés à Brest. Et donc c'est eux qui ont le marché sur les filets de pêche en Bretagne. Et donc on arrive à les retraiter, on les trie, on les broie. Comme vous pouvez voir, la broyat nettoyée et contrôlée. Donc on contrôle chaque filet pour savoir son matériau, savoir s'il est vraiment recyclable ou pas. On a aussi ce qu'on appelle un cahier des charges. Donc, il y a des filets qu'on ne peut pas recycler, soit parce qu'ils sont trop sales, soit parce qu'il y a trop de cordage, etc. Donc là, on ne peut même pas prendre le temps de ce qu'on appelle de démonter du filet, déralinguer dans le vocabulaire de la pêche. Mais voilà, donc on a une sorte de contrôle qualité à l'arrivée des filets, qui se joue avec la traçabilité aussi, bien évidemment, des ports. Et après, on arrive à la phase d'après, donc Nilo, donc les granulés, voilà, Nilo. Donc, c'est une marque qu'on a créée il y a 1 an, qu'on a réussi à faire des premiers granulés en filet de pêche recyclé. Une marque qui atteste que les granulés sont en 100% filet de pêche recyclé, et les clients, quand ils nous contactent ou quand ils nous achètent la matière première, nous, on leur défie toute la traçabilité derrière, et ils peuvent en jouer aussi, eux, pour leurs histoires, pour leurs produits, et puis surtout pour être sûr que la matière, voilà, nous, on est transparent dans ce qu'on fait, on est transparent où c'est fait aussi, et donc voilà, c'est vraiment pour la confiance aussi entre les relations clients. Donc voilà un peu le process de recyclage assez synthétisé pour le présenter. Mais en gros, c'est vraiment 3 grosses étapes que nous, on internalise pour justement créer cette matière première. Très bien, merci pour cette explication. À la fin, tu nous parlais donc de vos clients. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Quelles sont vos cibles en fait? Quelles entreprises? Est-ce que vous ciblez un peu?
Ouais. Alors on va dire qu'on a deux piliers. On a le pilier des clients qui sont très axés à petite quantité, mais marketing derrière, où en fait ils vont vraiment travailler toute l'histoire de la pêche liée à leur projet. Vous allez voir, je tease un peu, mais il y a une petite vidéo après qui arrive. Vous allez vraiment comprendre cette notion de marketing éco-responsable avec tout le lien avec les pêcheurs et notre matière première. Donc eux, c'est vraiment, quand je dis petite quantité, c'est même pas une tonne. Ils commandent vraiment voilà, 25 kilos, 30 kilos, ça peut aller jusqu'à une tonne. On considère ça encore comme une petite quantité. Et après, par contre, on a un pilier qui est vraiment là un aspect beaucoup plus volumineux, où aujourd'hui, on a des acquisitions sur des volumes quasiment à 100 tonnes à l'année sur certains leads commerciaux. Donc voilà, c'est vraiment deux gros piliers. Après, on vise les gros volumes, c'est plutôt accès industriel, donc des plastogistes, ce qu'on appelle des co-founders. Donc en gros, c'est des personnes qui peuvent acheter notre matière, rajouter des petites choses dedans, comme je sais pas, de l'anti-UV, des choses pour améliorer la qualité, et que eux ont après leur réseau de distribution client derrière, qui sont justement les demandeurs de matières premières recyclées. Donc voilà, c'est vraiment deux piliers commerciaux qu'on a. Et après, bon, il y a des entre-deux aussi, hein, quand même. Il y a des fois des quantités qui peuvent être volumineuses, mais les gens vont, enfin, les clients vont aussi travailler l'histoire. Là, on a un projet en Irlande où c'est un peu ça. Il y a de la quantité quand même assez certaine, mais derrière, ils recherchent aussi le côté maritime. Donc, il y a un peu des deux, mais voilà, ça se démarque dans ces deux piliers-là. D'accord, Et très après, bien. les secteurs d'activité, Mm. parce que j'ai pas les secteurs d'activité, Oui, on a beaucoup, là, on est surtout présent dans le marché de la lunetterie, notamment avec la gamme Armorlux qui est sortie en juin dernier. On est aussi dans l'horlogerie et on commence à avoir aussi des marques d'intérêt dans le nautique. Donc voilà, c'est les trois secteurs d'activité où on vend aujourd'hui justement ces petites quantités. Et après, on est dans l'industriel où là, bon, c'est industriel, c'est très plastiquiste. Ouais. d'accord. Et au tout début de votre projet, comment est-ce que vous avez réussi à financer un peu tout ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont aidé un petit peu? Ouais, ouais, ouais. Alors, on a eu l'avantage de devoir vraiment créer une association au départ de Filefa parce que après, quand on a fait un an à peu près d'expérimentation matière, on a présenté ça aux Fêtes maritimes internationales de Brest. Donc, en gros, c'est une très grosse fête maritime qui a lieu tous les 4 ans, où c'est tous les bateaux du monde qui se regroupent à Brest. Et voilà, c'est pendant 4-5 jours, c'est une très, très grosse fête. Donc, on a présenté avec Brest Métropole, justement, qui nous avait invités, mais on devait avoir une asso. Donc, on a créé une asso. Et à partir de là, on s'est dit, bah, tiens, on va utiliser l'association pour développer le projet. Donc, on a d'abord eu ces subventions voilà, de la part de la région, de la part voilà, de Bretagne Active, hein, même des banques, des fondations aussi de banques qui nous ont dit, bon, bah, voilà, on subventionne pour que vous essayiez de développer le projet. Et une fois on a dû passer 2-3 ans, 2 ans et demi, je crois, en statut associatif, avec l'objectif de définir est-ce qu'il y avait une faisabilité d'entreprise ou pas, parce qu'on est parti vraiment de rien. Donc l'asso on a dû aller à 50 000 euros de subvention globale sur 2 ans et demi, avec des concours aussi hein, derrière hein, de projets d'entrepreneuriat social, etc. Et après, on a créé l'entreprise. Et l'entreprise, ça a été un peu plus, je ne vais pas dire compliqué, mais c'est une démarche beaucoup plus de recherche de fonds qui dépasse les 50 000 euros. Hein. Donc, on va chercher des prêts bancaires, on va chercher aussi des aides, des subventions publiques européennes, régionales, l'ADEME aussi. L'ADEME, qui est une grosse agence Mm. publique pour développer l'économie circulaire sur les territoires et avec les entreprises. Donc voilà, petit à petit, en fait, on a réussi pendant un an et demi, là, la société elle a été créée au mois de juin 2019. Donc pendant un an et demi, en fait, on a continué à aller chercher du financement parce que aussi petit à petit, on avançait industriellement, commercialement aussi, à prouver voilà, qu'il y avait vraiment des choses à faire. Et là, on devrait finir cette année, en fait, notre recherche de financement, là, au mois de décembre, parce qu'on achète une très grosse machine pour faire la matière première. Il y a une installation sur un bâtiment de 1500 mètres carrés aussi à, à faire aussi. Donc, voilà, ça a pris du temps. Ça n'a pas été dur en soi parce que le projet Vol il est assez convaincant. On est on va dire dans l'air du temps, entre guillemets, mais surtout, on a un impact très fort en fait, au niveau de la région de Bretagne. Euh, donc, il est convaincant, mais il fallait quand même qu'on fasse des preuves industrielles parce que c'est nous qui mettions tous les risques en fait, derrière de se dire bah, en France, aujourd'hui, on va enfin recycler les filets de pêche localement.
Et il a fallu un an et demi quasiment pour valider tout le process financier derrière pour démarrer 2021 sereinement. D'accord, très bien. Et vous parlez donc là, vos projets actuels. Et est-ce que vous avez des projets futurs? De quoi est-ce que vous aurez besoin pour voir plus grand pour la suite? Pour la suite, alors ça dépend quelle suite, parce qu'on est, on va dire quoi, court et moyen long terme. En fait, là, Mmh. on lance un développement sur deux autres territoires avec des partenaires locaux qui nous structurent en Normandie et en Occitanie, donc la filière. Donc en fait, voilà, on reste pas qu'en Bretagne, on va aussi parce qu'il y a des filets un peu partout en France, sur tous les domaines littoraux. Donc ils sont aussi eux en recherche de solutions concrètes pour recycler leur filet. Donc, on apporte aussi un peu cette expertise. Donc, en court et moyen long terme, c'est là-dessus. Après, pour du développement, on va dire sur 5-10 ans, là, effectivement, on sait qu'on va, avec un partenaire financier qui est France Active, avec qui on vient de valider Mmh. un très beau projet financier avec eux, là, il y a une semaine, donc c'est très récent. On est sur une formation sur 2 ans de levée de fonds. Donc, en fait, on sait déjà que dans 2-3 ans, on va refaire une démarche de levée de fonds, sans doute d'ouverture aussi au capital. Là, on ne l'a pas fait malgré une belle recherche de financement qu'on a validée. Mais voilà, on a déjà des projets sur 5 à 10 ans. On sait qu'on va devoir rechercher des fonds. Mais voilà, il nous faut l'année 2021 et 2022 concrète de production commerciale pour estimer aussi l'ouverture, le besoin de financement qu'on aura dans 2 ans. Mais c'est sûr qu'on aura besoin encore pour aller sur les 10 ans de projets qu'on a, il va falloir aller chercher de l'argent. Parce que donc vous parlez d'expansion aussi donc en Normandie, en Occitanie, peut-être sur d'autres littoraux plus tard. Bah, le vrai objectif de Filefab et celui qui est, on va dire, à court et moyen long terme, d'ici 4 à 5 ans, c'est c'est de pouvoir traiter, en tout cas de pouvoir répondre à tout gisement français qui est à peu près de 800 tonnes en France. La Bretagne, pour vous donner une échelle, c'est 400 tonnes. Donc en fait, on a déjà la moitié dans notre région de filets de pêche. Mmh. Donc c'est pour ça aussi que les autres régions ont fait aussi souhaitent travailler avec nous parce qu'on a une ressource, en fait, on est localisé au cœur de la ressource. Et en fait, une entreprise, par exemple, comme Filefab, qui va vraiment sur du broyage et sur ce qu'on appelle donc la régénération, donc c'est-à-dire pouvoir prendre le broyer et le faire en petites billes, ça, on ne pourra pas le faire en Occitanie, on ne pourra pas le faire non plus en Normandie parce qu'ils ont un gisement qui est un peu trop faible pour cette typologie de machine. Cette machine qu'on est en train d'acheter, voilà, elle pourra faire 1000 tonnes à l'année de production. Donc, on en a encore déjà 200 tonnes aussi à voir ce qu'on pourrait faire pour la rentabiliser à fond d'ici 5 à 7 ans. Après, les autres territoires, bah, il y a le côté Pays Basque aussi, où j'avais déjà pu rencontrer des acteurs, l'écosystème qui est en train de se monter aussi là-bas. Mais bon, on y va étape par étape. Si déjà en 2021, on a bien validé les trois grosses régions littorales gisement, c'est déjà très bien. Et après, on va pouvoir avancer là-dessus. Ouais. Est-ce que du coup, il est facile d'innover en fait dans le domaine un peu du développement durable, particulièrement là dans le secteur un petit peu des océans? Alors, innover, en fait, ça dépend. En fait, on est plus aujourd'hui sur de l'innovation sociale parce qu'en termes industriels, c'est assez connu de recycler le plastique. C'est de l'adaptation de machines, c'est de la recherche, c'est de la R&D, c'est sûr, pour adapter par rapport à la ressource. Mais il y a surtout un gros côté innovation sociale parce que voilà, c'est quand même beaucoup d'acteurs derrière pour gérer la filière, que ce soit les pêcheurs, les gestionnaires, les décideurs portuaires, les collecteurs, les parties prenantes autres que j'ai pas là, que je dis pas là, mais c'est beaucoup d'innovation sociale à mettre en relation donc, je pense qu'il y a par rapport à l'océan, pour essayer de trouver des solutions, il y a déjà beaucoup de solutions qui se mettent en place. Hein. C'est vrai que nous, on est beaucoup actifs filets portuaires, on n'est pas actifs filets fantômes qui sont dans les océans, mais je Mmh. pense que c'est un peu la similitude en termes d'innovation. Aujourd'hui, les parties techniques et technologiques, je pense qu'elles existent, que ce soit en France ou autre part dans le monde. C'est juste vraiment comment on peut structurer tous les acteurs, tous les écosystèmes derrière pour arriver vraiment à cette matière. Et c'est ce que nous, en fait, on a travaillé depuis 5 ans. Rien qu'au niveau Finistère, donc avec limite un ou deux ports, on a mis. En fait, il y a un camion qui passe à côté, j'espère que ça ne va pas trop déranger. Non, c'est bon. On a mis 5 ans à développer justement cette innovation sociale sur le Finistère. Maintenant, on va le développer en Normandie et Occitanie. Mais ouais, je pense que c'est vraiment l'innovation sociale et la rencontre de tous les acteurs qui peuvent apporter quelque chose pour pouvoir, en tout cas, trouver des solutions au niveau des océans. Bah, très bien.
Euh, merci beaucoup en tout cas pour cet exposé. Alors, avant donc, de Ah, regarder merci, donc, merci à vous. la vidéo dont vous nous avez parlé pour illustrer vos propos, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu veux rajouter, pardon? Après, je pense que ça va être pour les. Je pense, enfin, j'espère qu'il y a des questions. Les questions on pourra un peu plus rentrer dans les sujets précis. Et non, après la vidéo, donc c'est pour faire un rapide topo, c'est une vidéo qui vient de sortir en fait il y a 2 jours d'un client qui s'appelle Luce Nardin. C'est un horloger suisse, horlogerie plutôt de luxe, qui a justement, on a depuis le mois de janvier, on a travaillé avec eux pour développer, enfin pour qu'ils puissent développer leurs montres. Et donc, vous allez voir comment justement une entreprise peut s'inspirer de tout ce qui se passe au niveau de la mer d'Iroise, donc le bout du Finistère, euh, par rapport à la matière première. Donc, la vidéo va parler plus que moi, je pense. Et, ouais. Bon, je vais la lancer alors. Alors, attends, je la mets en charge. Pour 640 000 tonnes qui sont perdues ou abandonnées chaque année en mer. Je pense qu'on n'a plus trop le choix en fait, on n'a plus le choix de se poser. Oups. Excusez-moi, j'ai eu un problème technique. Je vais peut-être remettre si vous n'avez pas du tout eu le son, c'est ça? Le déclic s'est fait sur le port de Brest, face à des filets de pêche. On a commencé à se poser des questions. S'il y avait du recyclage, si des objets étaient faits à partir de cette matière-là. Et en se rendant compte que rien n'était fait, nous avons créé Filet Fab, la première filière française de recyclage de filets de pêche. On est bretons tous les trois, de cœur ou d'adoption. C'est ici que le projet a grandi, que nos convictions se sont forgées. C'est ici qu'on a eu nos premiers liens avec la mer, que ce soit en allant nager, en allant surfer, en étant sur un bateau de pêche. Ce lien à la mer nous a fait nous rendre compte de la fragilité de ces écosystèmes-là. L'objectif, c'est de recycler les 800 tonnes de filets de pêche qui sont déposés chaque année sur les ports français. Ça peut paraître beaucoup, en réalité c'est peu par rapport aux 640 000 tonnes qui sont perdues ou abandonnées chaque année en mer. Je pense qu'on n'a plus trop le choix en fait, on n'a plus le choix de se poser la question s'il faut y aller ou pas y aller. Il faut y aller quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on fait. Les pêcheurs, on les a rencontrés relativement récemment. C'est un métier qui est magnifique, c'est un métier qui est dur. Eux, ils sont ravis d'entendre que leur filet est recyclé pour faire une nouvelle matière première, plutôt qu'enfoui, brûlé, etc. Ils sont en plus fiers de nous accompagner dans cette démarche-là. Une fois qu'ils reviennent au port, les filets ils sont souvent abîmés. En fait, ils ont une durée de vie d'environ 8 mois. Au bout de ces 8 mois, ils sont déposés dans une benne pour qu'ils soient ensuite recyclés.
Cette benne, elle fait ensuite le chemin du port jusqu'à notre atelier. Elle est déposée dans notre atelier pour être traitée. « 350 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un tournant. Pendant des décennies, on en a produit. Maintenant, on passe à une étape où on se dit qu'on va plutôt les recycler et faire en sorte de les réemployer pour en faire une nouvelle matière première. Notre lien avec Ulysse Nardin, il est évident sur 2 plans. Le premier, c'est forcément la mer. C'est Ulysse, c'est l'Odyssée, c'est l'aventure, c'est l'exploration, c'est les rafales de vent, c'est les embruns, tout un tas de choses qui nous, forcément, nous portent aussi parce qu'on est bretons, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Le deuxième lien, il est peut-être un petit peu moins visible, mais il est tout aussi important, c'est la question de l'éthique et de l'esthétique. Nous, c'est quelque chose qu'on porte par le recyclage, en promouvant en fait ces filets oubliés comme étant une nouvelle matière première qui exprime une histoire, forcément. Et c'est quelque chose qui est en plus mis dans une montre, un objet qui va être facilement démontable, facilement réparable, un objet qui porte toutes ces valeurs-là de durabilité et qui sera toujours plus intéressant qu'un objet rapidement consommable et jetable. Pour l'environnement, pour les hommes aussi, pour la production, pour la fabrication de ces objets, de ces matières premières-là. On a vraiment cette concordance avec eux de dire que le recyclage est une solution pour l'avenir. Eh ben, très belle vidéo qui explique bien tout ce que tu as pu nous dire un petit peu avant. Alors, je vais regarder dans le chat s'il y a des questions. Alors, il y a une question, donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner donc, à des jeunes étudiants qui auraient envie donc, de se lancer dans un projet un petit peu donc, similaire au tien? Oui, bah, faut pas hésiter. De toute façon, c'est ça, faut pas trop se poser de questions. Enfin, c'est toutes les rencontres qui vont être faites pendant cette aventure si les étudiants se lancent dans l'entrepreneuriat, qui vont construire leur projet. Donc, non, faut surtout pas hésiter. Bon, c'est pas tous les jours facile, hein, ça c'est sûr, mais il y aura toujours des personnes derrière. Que ce soit même des amis, la famille ou alors des professionnels qui seront au fil du temps, pendant les rencontres. Donc non, bah, le seul conseil, moi, faut pas hésiter, faut y aller. Et puis de toute manière, ça sera que du bon à prendre et une expérience qui sera toujours à valoriser derrière, et quelle que soit la finalité en fait, du projet. Donc, faut pas hésiter. Ouais. C'est un très bon conseil, en tout cas. Merci. Alors, il y a des questions par rapport un peu plus donc, au financement dont tu nous avais parlé, pour savoir donc l'entreprise, est-ce qu'elle est, enfin, tu nous as parlé comme quoi elle était viable un petit peu, si elle faisait du profit, si vous arrivez à verser des salaires en fait, et pour la suite, comment ça va se passer? Ouais. Alors, du coup, là, le Covid a pas mal touché notre activité, surtout en fait, ça a mis beaucoup de retard dans notre production, donc ça a fait une perte de chiffre d'affaires qui a été plutôt assez énorme, hein, par rapport à nos prévisions. Mais bon, c'est une chose qui arrive et le passé est passé, on va dire. Par contre, voilà, on a refait nos objectifs pour cette année. L'année 1 est intéressante parce qu'on a réussi à tout développer en termes de process industriels. On embauche des personnes à la fin de l'année pour la partie 2 à 3 postes, 2 normalement, et aussi une équipe de personnes en insertion sociale. Donc, on embauche dès la fin d'année une nouvelle équipe pour nous aider sur le tri. Et après, voilà, normalement, l'année 2 va être. Donc, l'année 2, c'est 2021. S'il n'y a pas d'autres de soucis sanitaires comme on a pu l'avoir en avril dernier, ça sera aussi une très belle année. On sera sur nos clous. Et alors, le chiffre d'affaires, là, je le dis pas, mais voilà, on sera. 2022 sera une année, enfin 2021 sera une très belle année pour Fil des Fab si on est dans nos cordes. Ouais.
Et les salaires, ben, on s'en est pas payé, on s'en est pas versé depuis le mois de mars. Et les premiers salaires sont tombés le mois dernier, fin octobre. Donc voilà, c'était une période très compliquée, très dure. On a appris sur le moral et voilà, parce qu'on savait que derrière, voilà, comme je dis, il faut y aller et on a continué. Et voilà, on ne s'est pas laissé abattre parce que on aura 6 mois de retard. C'est 6 mois sur une activité qui va durer, j'espère, beaucoup d'années. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Bah, très bien, merci. Alors, on a une autre question sur, donc, est-ce que donc, ton entreprise, avec Yann et Thibaut, donc, diversifie aussi genre, ses activités ou est-ce qu'elle se concentre juste sur le recyclage? Non, on va se concentrer sur le recyclage des filets, au moins pour les 5 prochaines années. Après, il y a un autre domaine qui est assez similaire, c'est les filets de sécurité BTP. On a de la demande de sous-traitance là-dessus. Après, voilà, non, ça va être vraiment, pour les prochaines années, on se focus sur les filets de pêche. Il y a déjà beaucoup à faire là-dessus. On va être dans le business to business, donc on va sans doute pas sortir de produits à notre propre nom, même si bien évidemment les gros objectifs de Filet Fab sont de revenir dans le B2C dans les 10 prochaines années. Mais donc voilà, d'ici 5 ans, on reste dans le recyclage des filets. D'accord, très bien. Et il y en a une autre question, un peu plus donc, pour savoir combien de salariés est-ce qu'il y a donc, chez Filet Fab? Alors là, on est 3, donc les 3 associés. On ouvre 2 postes opérateur tri et broyage à partir de décembre 2020, donc dans un mois quasiment. Après, en printemps prochain, on risque d'ouvrir aussi un poste technico-commercial. Et c'est après qu'en 2022 qu'on va grossir l'équipe, parce qu'on passera en 3-8 et là, on sera à peu près 10 personnes dans la boîte en 2022, avec les associés compris. D'accord. Ouais, donc une belle évolution prochaine. On espère. On croise les doigts. Ça va le faire. Bon, bah, tant mieux. Alors, je vois. Il semble que les questions sont terminées. Voilà un petit peu. Et ben, merci en tout cas, Théo, Merci de à vous. nous Merci avoir accordé de nous avoir accordé ton temps, oui. Merci à vous aussi d'avoir écouté. Je remercie également donc nos partenaires.